9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark. Quand les difficultés s'accumulent, ce sont souvent les plus fragiles qui trinquent. Les temps sont durs pour les pigistes, ces journalistes sans contrat, rémunérés à la prestation ou au papier. Disparition pure et simple de certains journaux, suppression de postes en CDI, le virus a attaqué les recettes publicitaires et les plus précaires sont en danger. Julie Lalouette-Geffroy, bonjour. Bonjour. Vous coprésidez le collectif Profession Pigiste qui fête, si l'on peut dire, dans ces conditions un peu spéciales, ses 20 années d'existence. Ce coronavirus est assez meurtrier pour les journalistes pigistes. Est-ce que vous avez une idée de l'étendue des dégâts ? Alors non, on n'a pas de chiffres précis, mais bon, avec les remontées qu'on a, effectivement, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de pertes de revenus pendant la période du confinement et juste après. Et là, la grosse crainte, c'est sur l'après, sur à partir de septembre, qu'est-ce qui va se passer. Comme vous l'avez dit, il y a des plans sociaux, il y a des baisses de recettes publicitaires, il y a le problème de Prestalis, distributeur de la presse. Du coup, les cartes sont un peu en train d'être rebattues pour la rentrée et on se demande bien ce qui va se passer en septembre. Alors comme je le disais, les pigistes, pour ceux qui ignorent comment fonctionne cette profession, ce sont ces journalistes qui sont payés à la prestation. Quel pourcentage de pigistes dans la profession de journaliste ? Bon, alors il n'y a pas de chiffre très très clair et absolument définitif. Néanmoins, en croisant plusieurs études, on arrive à peu près à un consensus pour dire qu'il y a 30% de pigistes. Donc ça veut dire que si on prend son journal, on enlève 30% des pages ou de son magazine. C'est quand même important, quoi. C'est une masse salariale qui est importante, qui fait vraiment partie des forces vives de la presse, quoi. Alors, puisque des plans sociaux sont en cours, ça veut dire moins de journalistes en CDD ou en CDI dans la profession, moins de pigistes. Alors, comment se fait le travail ? Vous avez une idée ? Je me demande bien, parce qu'un journal sans journaliste, c'est compliqué quand même, quoi. Des pigistes sont-ils en train d'abandonner ce métier, puisque ce métier les abandonne ? Vous connaissez beaucoup de cas autour de vous ? Beaucoup de cas, non, mais effectivement, ça pose des questions en termes d'organisation. Je pense particulièrement aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes diplômés plutôt, qui arrivent sur le marché du travail, où effectivement le marché leur tend pas forcément les bras là pour les contrats d'été ni pour la rentrée. Donc effectivement, il y en a en fait qui vont essayer d'avoir un boulot dit alimentaire et essayer de faire des piges à côté, quoi. Donc effectivement, c'est un peu ce qui risque de se profiler, ouais. C'est-à-dire que ça se sent dès la sortie de l'école de journalisme, une espèce de futur qui est d'un seul coup bouché. On le sent dès le départ. Là c'est flagrant parce que là on termine ses études fin juin et généralement il y a des contrats d'été dans les rédactions, donc pour juillet et août ça permet de se mettre le pied à l'étrier, de se faire connaître, de faire un petit peu de réseau pour avoir après un CDD, un CDI, une pige pour se lancer, quoi. Donc là s'il n'y a pas de contrat d'été c'est très compliqué de se lancer, donc là finalement il y a un faux départ en fait qui se fait pour cet été, quoi. Parfois, puisque certaines parutions disparaissent, j'ai cité Grazia, il y en a d'autres, il est fort compliqué pour les pigistes de se faire payer ce qu'il aurait dû. Comment faire ? Vous avez des conseils ? Pour se faire payer, en fait, c'est une question de rapport de force, quoi. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour les pigistes, effectivement, il y a une précarité par l'instabilité économique, mais aussi par la multitude d'employeurs. Mais il y a l'autre versant, en fait, qui est la question de la liberté. Et en fait, c'est des journalistes qui choisissent leur sujet, qui peuvent être spécialisés. Et du coup, quand on est sur une logique où on choisit d'être journaliste pigiste, car on ne subit pas forcément ce mode de rémunération, c'est un choix. Je connais des gens dans l'association qui ont quitté des CDI à temps plein en rédaction pour devenir pigiste. Donc ça peut vraiment être un choix, et à partir du moment où c'est choisi, où on arrive à trouver l'équilibre entre précarité et liberté, le rapport de force avec les employeurs est complètement différent, dont sur la question de la rémunération. Le fait d'être intégré à des syndicats, à des associations, permet de se connaître, de connaître des collègues, et donc du coup de mieux connaître ses droits déjà, tout simplement, c'est un peu la base. Par exemple, quand on est journaliste pigiste, on est en CDI, on est salarié. On fait donc partie à part entière de la rédaction. Et ça, je pense qu'il y en a encore qui ne le savent pas trop, particulièrement du côté des employeurs de presse, quoi. Donc il y a vraiment cette question de la connaissance, de ne pas être isolé pour déjà améliorer le rapport de force, l'équilibrer un petit peu plus, quoi. Et connaître ses droits, ça fait vraiment partie du rapport de force. Après, au sein des entreprises, il faut vraiment se rapprocher des représentants du personnel pour pas se mettre en porte-à-faux forcément avec son rédacteur en chef, parce qu'avec le rédacteur en chef, on parle du fond, on parle des sujets, et quand on parle d'argent, ça passe par un autre canal. Donc les représentants du personnel sont un levier essentiel, quoi. Que deviendrait, ou peut-être
Que deviendra ce métier sans ces pigistes? Julie Lallouet-Geffroy, vous avez l'image en tête? Franchement, je sais pas du tout parce que on le disait là, il y a 30% des journalistes qui sont des journalistes pigistes et les pigistes sont des journalistes qui sont souvent très ancrés sur leur territoire, qui ont des carnets d'adresses, qui sont aussi, comme je disais, spécialisés sur leur sujet. Donc quand un rédacteur en chef veut faire un magazine spécial handicap, il va pouvoir solliciter des journalistes pigistes spécialisés sur la thématique, qui ont leur carnet d'adresses derrière, et le mois suivant faire un numéro spécial intelligence artificielle. Forcément, en rédaction avec ces journalistes habituels, tous ces journalistes ne sont pas spécialisés de tout. C'est humainement pas possible. Donc un journal sans pigiste, ça me semble très compliqué. Parce que derrière, il y a la question de la qualité de l'information et de la diversité de l'information, quoi. Donc non, la presse sans pigiste, je vois pas. Ou en tout cas, on perdrait vraiment en qualité. Et vous, comment faites-vous puisque vous êtes pigiste, hein? Moi, en fait, j'ai la chance d'avoir là des commandes d'articles qui sont repartis. Je sais que là, je vais avoir des mois creux pendant l'été. C'est un peu pour moi la période creuse. C'est pas le cas de tout le monde, parce que ça dépend vraiment des spécialités des uns et des autres. Ceux qui sont en sport ou en culture n'ont pas du tout le même été ou la même rentrée, la même organisation que ceux qui vont bosser, par exemple, sur les questions de sciences ou de santé, quoi, ou en presse généraliste. Donc moi, pour ma part, je suis pas à plaindre pour le coup. Tant mieux. Oui. Je souhaiterais que ce soit pareil pour absolument tous les journalistes. Exactement. De France. Merci à vous, Julie Lallouet-Geffroy, coprésidente du collectif Profession Pigiste. Je vous souhaite un bel été. Dans 2 minutes, l'histoire de Keren El-Kaïm, pigiste littéraire, qui a su réagir quand se sont enchaînées les emmerdes. À tout de suite. 9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark. Et bonjour Keren El-Kaïm. Bonjour Pascal. Nous parlions il y a un instant des difficultés rencontrées sur fond de crise sanitaire par les journalistes pigistes. Eh bien avec vous, un exemple en chair et en os. Vous êtes journaliste pigiste littéraire. Depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années maintenant. Et ça va de pire en pire, diriez-vous, la situation? Exactement. Ouais. Donc interview d'auteurs, critique de livres, en quoi consiste votre activité? Alors, ça consiste principalement à faire des portraits et des interviews d'écrivains, également des conférences avec eux, des écrivains du monde entier, puisque je suis spécialiste de la littérature étrangère, et puis des critiques de livres également. Donc, en temps normal, ça va. Vous avez votre petit réseau, vous parvenez à en vivre, peut-être pas confortablement, mais enfin, ça va? À peine. Oui, à peine. C'est déjà difficile. Exactement. On peut donner des chiffres ou ça ne nous regarde pas? C'est pas que ça ne nous regarde pas, c'est un peu comme les intermittents, c'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement fluctuant. Il peut y avoir des mois à 1000, des mois à 2000, des mois à 0, donc ça varie vraiment du simple au double. Et puis arrive évidemment ce fameux coronavirus, arrive le confinement. Où le passez-vous, votre confinement? Je l'ai passé à Paris, dans mon loft de 20 mètres carrés. Duplex quasiment, non? Quasiment. Sans extérieur, évidemment, comme des tas de gens hein, dans les villes. Parfois, il n'y a pas d'extérieur, ça arrive à Paris. Et il se trouve que vous subissez quelques écroulements dans votre activité professionnelle. Complètement. Dès le premier jour du confinement, je perds tous mes boulots du jour au lendemain, puisque comme les librairies ferment, les journaux prennent la décision de ne plus parler de culture, de ne plus parler de littérature, de cinéma ou de théâtre. C'est très net, plus de demandes, la culture n'existe plus. Exactement. Et vous, à l'époque, vous êtes pigiste pour quelle parution? Je suis pigiste à Livre Hebdo, au magazine littéraire qui vient d'être racheté par Lire, à Grazia qui vient de s'effondrer, donc c'est un peu le cumul des mandats. Oui, c'est comme vous dites. Et dans les faits, donc vous vous retrouvez avec... 0 €. 0 € et pas d'aide? Non, pas d'aide, surtout que je cumule aussi parce que je suis belge et que l'Europe n'existe hélas pas encore pour ce genre de statut pour les pigistes qui travaillent pour différents pays ou différents journaux. Oh, mais si vous êtes belge aussi... Ah oui, je sais, non, mais... Alors, les festivals littéraires, évidemment, sont annulés, ce qui représente quelle partie de vos rémunérations, globalement? C'est une grande partie quand même. Il y a aussi toutes les conférences. Je travaille notamment à la Maison de la Poésie qui ferme ses portes, évidemment, du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment un arrêt net de toute la profession. Alors, plus de revenus, confiné dans votre petit espace. Et là, que se passe-t-il?
Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup pensé à votre livre Mute, parce que je me suis dit, du jour au lendemain, on nous enlève notre voix, alors qu'on a encore plein de choses à dire. Je n'avais aucune envie de faire un journal du confinement dans 20 mètres carrés, de m'extasier devant la vaisselle ou l'aspirateur que fait tout le monde. Et je me suis dit, il se passe un événement historique, quelque chose de vraiment incroyable à travers le monde. Qui peut en parler? Eh bien, ce sont les écrivains du monde entier qui sont des témoins du monde habituellement, non pas pour parler de leur nombril ou de leur confinement, mais de ce qui se passe dans leur pays respectifs. Et alors, depuis chez vous, vous bricolez, il suffit d'un ordinateur et d'un téléphone, c'est ça? Voilà, alors que j'étais vraiment pas du tout une professionnelle de ce secteur-là. Les réseaux sociaux, je ne savais même pas ce que c'était un like. Et là, tout d'un coup, je découvre qu'avec une vidéo, on peut se trouver dans le monde entier, rentrer dans les maisons des écrivains et des personnalités et aller à leur rencontre. Donc, vous créez une chaîne YouTube? Voilà, qui s'appelle Sursis Story, parce qu'on vit désormais dans un monde en sursis, dans un monde en suspens, et Story parce que tout le monde a une histoire à raconter. Interview de grands écrivains aux quatre coins du monde. Exemple, on va écouter ça avec l'écrivain Philippe Claudel, joint par vos soins. C'est que paradoxalement, dans ce moment où on se dit qu'on a plus le temps, je lis beaucoup moins. Et je ne m'explique pas cela. Je ne comprends pas pourquoi je lis aussi peu en ce moment. Ça, c'était évidemment pendant le confinement. Combien d'interviews avez-vous réalisées depuis vos 20 mètres carrés en ligne en bricolant? Alors, je viens de mettre ce matin en ligne la 53e. Des noms? Tout à fait. Alors, il y a des noms très connus comme Russell Banks, comme Colin McCann, Cyrus Vett, Sophie Oksanen. Et côté français, il y a Philippe Claudel, comme on vient de l'entendre, Julia Kristeva, Agnès B., Irène Jacob et plein d'autres encore, des connus, des pas connus, des écrivains, mais aussi des gens qui nous parlent du terrain. Donc, ça peut être la juge Isabelle Rome, par exemple, qui nous parle des violences conjugales et de tout ce qu'elle a dû mettre en place en urgence à ce moment-là. Et vos efforts ont été récompensés? Oui, parce que ça rencontre un énorme succès. Ça a été à l'encontre de tout ce qu'on fait sur les réseaux, à savoir un format long d'une 20aine de minutes. Et puis, j'ai aussi été repérée par le Marathon des mots à Toulouse, avec lesquels je travaille habituellement, qui ont dû annuler la version de juin et qui m'ont demandé, dès lors, d'interviewer des écrivains également français, étrangers pour eux. Eh bien, très bien. C'est un bel épilogue à votre histoire. Voilà. Merci beaucoup, Keren El-Kaïm, pour cette histoire-là. Vous n'êtes pas la seule, figurez-vous, à vous réinventer. Alors, je rappelle quand même Sursis Story, si vous voulez aller voir ces interviews au long cours d'écrivains, parfois souvent internationaux, sur YouTube, Sursis Story par Keren El-Kaïm. Merci à vous.